Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché chaque jour en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le CAC 40 qui touche à l'instant les 5700 points, un nouveau plus haut depuis l'éclatement de la crise pandémique en mars dernier. Le CAC à 5007 avec parmi les vedettes du jour ST Microelectronics comme Saint-Gobain hier ou comme Sodexo encore aujourd'hui. Le groupe communique sur une dynamique commerciale, une dynamique de vente meilleure que prévu au quatrième trimestre, à une communication préliminaire chez ST Micro qui constate que les dynamiques de marché ont été meilleures que prévu tout au long du quatrième trimestre sur tous les segments de marché adressés par le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs, ST Micro donc en tête. On notera sur le SBF 120 également la très belle performance de Sodexo, après là aussi une communication sur ses performances commerciales du quatrième trimestre. Le résumé complet des infos clés de la séance, c'est dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. L'autre vedette du jour et du moment, ça reste le Bitcoin qui touche les 41 000 $. Oui, l'ascension est très volatile, certes, mais l'ascension est toujours en cours. Donc, nouveau record pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. On suivra cet après-midi les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Ce sera le grand rendez-vous macroéconomique du jour et de la semaine, avec la question de savoir si la reprise américaine peut se poursuivre désormais avec des créations d'emplois ou est-ce qu'on rentre dans une phase un peu plus compliquée de ce point de vue-là. On a eu en guise d'indicateurs préliminaires les chiffres du cabinet ADP en début de semaine mesurant la création d'emplois dans le secteur privé, un secteur privé qui a détruit plus de 120 000 emplois en mois de décembre aux États-Unis. On verra donc le rapport complet tout à l'heure à 14h30. Et puis comme chaque vendredi à la mi-journée dans Bismart, c'est la demi-heure réservée à vos finances personnelles. 2020 a-t-elle été l'année de la réconciliation des Français avec la bourse? Il se pourrait bien que oui. On en parlera avec nos deux invités. L'un est responsable de la distribution ETF chez Lyxor pour le marché français notamment, et l'autre est le délégué général de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Tendance, mon ami, chaque jour dans les éditions Smart Bourse sur Bismart. Le résumé complet, les infos clés à mi-parcours en Europe. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance en légère hausse sur le CAC 40 à la mi-journée après une ouverture de l'indice parisien au-dessus des 5700 points. Les investisseurs parisiens continuent de miser sur de nouvelles mesures de relance budgétaire aux États-Unis alors que les démocrates ont désormais un court avantage au Sénat, leur donnant une majorité dans les deux chambres du Congrès. Un optimisme qui s'inscrit d'ailleurs dans la lignée de la clôture de Wall Street hier soir où les potentielles craintes de régulation des GAFA comme promises lors de la campagne de Joe Biden n'ont pas empêché le Nasdaq de dépasser les 13 000 points. L'Asie n'est d'ailleurs pas en reste non plus puisque ce matin le MSCI Asie-Pacifique inscrivait un nouveau pic historique alors que le Nikkei retrouvait de son côté un niveau qu'il n'avait pas connu depuis près de 30 ans. Les investisseurs qui semblent assez peu inquiétés par les nouvelles mesures de restriction mises en place par le gouvernement face à la progression de l'épidémie, ni même inquiets des nouvelles souches de Covid-19 qui ont fait leur apparition au Royaume-Uni il y a quelques semaines ou plus récemment en Afrique du Sud. Selon une étude relayée par CNBC, le vaccin développé par Pfizer et BioNTech serait d'ailleurs également efficace contre ces nouvelles souches. Du côté des statistiques dont les investisseurs ont pu prendre connaissance depuis ce matin, la production industrielle résiste plutôt bien au mois de novembre en Allemagne. Celle-ci gagne 0,9%, soit légèrement plus qu'attendu. En France, en revanche, la situation est différente. La production industrielle sur le même mois perd cette fois-ci 0,9%, soit légèrement plus qu'attendu. La consommation des ménages en France recule également. Les dépenses chutent de 18,9% en volume sur le mois de novembre, toujours à cause notamment des nouvelles mesures de restriction. Le déficit commercial de la France se réduit de son côté pour remonter à 3,56 milliards d'euros contre 4,63 milliards d'euros au mois d'octobre. En zone euro à présent, le chômage diminue légèrement. Il se réduit de 0,1 point au mois de novembre pour atteindre 8,3%. Du côté des valeurs à présent à la bourse de Paris, à la mi-journée, ST Microelectronics annonce avoir réalisé un quatrième trimestre supérieur à ses prévisions, porté notamment par une demande soutenue venue du secteur automobile. Ses revenus s'élèvent à 3,24 milliards de dollars en données préliminaires, en hausse de 21,3%. Sodexo relève de son côté sa prévision de marge d'exploitation pour le premier
premier semestre de son exercice décalé grâce à une performance supérieure aux attentes lors de son premier trimestre, tandis que Trigano annonce de son côté une croissance de 29% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice décalé également, bénéficiant toujours de l'engouement autour du camping-car pour les déplacements de vacances, considéré par beaucoup comme une bulle sanitaire mobile. À noter que Washington a finalement décidé de revenir en arrière sur la mise en place de droits de douane sur les produits de luxe français. Une annonce qui a permis à LVMH de toucher un nouveau plus haut ce matin à l'ouverture, tandis que Kering et Hermès bénéficient elles aussi de l'annonce. Et sur les autres marchés, sur les autres places de marché, on notera que Boeing va devoir verser 2,5 milliards de dollars dans le cadre de l'enquête américaine sur les deux crashs du 737 MAX, tandis que Hyundai bénéficie sur la place de marché sud-coréenne des rumeurs selon laquelle le constructeur automobile collaborerait avec Apple sur son futur véhicule électrique. On regarde rapidement ce qui se passe du côté du marché des matières premières. Le pétrole qui se rapproche des 55 $ le baril de Brent, tandis que l'once d'or se rapproche des 1900 $. Et sur le marché des changes, l'euro-dollar est à la mi-journée au-dessus des 1,22 $ pour 1 euro. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Début d'année très positif, donc encore sur les marchés, dans le sillage de ce qu'on observe depuis quelques mois maintenant. On va parler des phénomènes boursiers et de la réconciliation entre les Français et la bourse avec nos deux invités, je le disais, en plateau. Aldo Sicurani, le délégué général de la F2IC. Bonjour et bienvenue Aldo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, la fédération française, bien sûr, des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Et Jérémy Tubiana qui est avec nous également. Bonjour et bienvenue Jérémy. Bonjour Grégoire. Vous êtes le responsable de la distribution pour la France des ETF, donc le produit tracker de l'Ixor, filiale de la Société Générale. C'est la question qu'on se pose et j'attends vos réponses et vos éléments de réponse. Les Français sont-ils réconciliés aujourd'hui avec la bourse ? Quand je dis réconciliés, c'est plus qu'un flirt, Jérémy. Alors, est-ce qu'on peut dresser un bilan, là, au terme de cette année 2020, début d'année 2021, de ce qui s'est passé entre les Français et la bourse l'an dernier ? On a eu finalement un phénomène assez étonnant. Le Covid qui a entraîné une forte baisse des marchés et donc on pouvait finalement s'attendre à ce que justement les Français délaissent complètement la bourse, se disent ça y est. Pour ceux qui étaient encore, parce que voilà. Et en tout cas, on partait de là. Ça n'allait surtout pas inciter les gens à investir en bourse, alors qu'on leur dit les fonds euros sont très bas, le livret A est très bas, il faut investir sur les marchés financiers. On pouvait s'attendre à ce que on délaisse complètement la bourse. Et finalement, on a eu un phénomène complètement inverse. On a eu énormément d'appels de clients particuliers notamment, de Paris, de Marseille, de partout en France, pour nous dire bonjour, je vois la bourse baisser, j'aimerais investir. Mais la grosse différence par rapport à la clientèle un peu historique boursière, c'est que je ne veux pas investir pour faire un coup, donc investir parce que je vois le marché boursier baisser de 30%, ressortir au bout d'une semaine. Je veux investir pour mon épargne, pour ma retraite, sur du long terme. Même si ça rebaisse encore de 10%, c'est pas très grave, j'ai le temps pour moi, je pense que ça va remonter derrière. Ça, c'est un discours que vous avez entendu dès le départ. Dès le départ, directement, justement, on pensait vraiment être sollicité par des appels d'investisseurs qui allaient nous dire je suis investi sur un ETF, donc ça réplique un indice boursier, je suis sur le CAC 40, ça a perdu X%, je suis mécontent. En fait, pas du tout. On a eu que des appels d'investisseurs, des nouveaux investisseurs ou d'investisseurs historiques. On veut investir. On ne sait pas si ça va continuer à baisser, donc on va peut-être le faire progressivement. Deuxième point intéressant. Et on va le faire sur le long terme. Et ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que, parce qu'il y a quand même la question de l'âge aussi de ces investisseurs, mais peut-être que pour une génération, la baisse de marché qu'on a vue entre le point haut de février et le point bas de mars, 35% et plus sur le CAC 40, je crois, ça a été perçu comme peut-être un point d'entrée historique pour une génération. Opportunité, et on l'a vu dans les statistiques qui sont sorties, notamment sur le nombre d'ouvertures. Oui. On n'a pas eu de mise à jour de l'AMF, je crois, qui a mené ce décompte, mais voilà, on a 150 000 nouveaux investisseurs particuliers. C'est un décompte qui a été fait en avril. Alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui à travers ce que vous pouvez observer chez vos clients l'Ixor ? Ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce chiffre-là, je n'ai pas le détail, mais je pense que ça intègre uniquement les investisseurs en bourse via un compte titre ou un PEA. Oui. Et ça n'intègre pas forcément ce qui se passe en assurance vie, où là, on a peut-être eu des arbitrages du fonds euro vers des marchés financiers, notamment des ETF. Et surtout, le niveau d'âge moyen de ces nouveaux investisseurs, moins de 36 ans.
Ce qui était C'est une pas du nouvelle tout le cas. génération. C'est une nouvelle génération. Donc, cette prise de conscience générale que, primo, la bourse, c'est plus pour faire un coup, c'est de l'épargne long terme. Comme quand j'investis dans l'immobilier, je le fais sur le long terme, j'attends de voir. La bourse, c'est pareil. Et surtout, je le fais progressivement, j'ai le temps pour moi et je le fais peut-être tous les mois. Et c'est très intéressant dans ce contexte où finalement les rendements des livrets d'épargne ne rémunèrent plus trop. Un discours d'investisseur, au-delà de ce qu'on peut voir, on parlera peut-être de Tesla, du Bitcoin, où là on est peut-être sur des phénomènes beaucoup plus spéculatifs, mais vous dites il faut pas que ça occulte le fond de l'histoire, qui est quand même une nouvelle génération qui s'intéresse à la bourse dans une logique de placement et d'investissement. Vos commentaires, vos remarques et vos observations, Aldo. On a déjà évoqué avec vous ce sujet l'an dernier, mais c'était intéressant en ce début d'année 2021 de faire un point justement sur ces nouveaux Français et la bourse peut-être. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour les investisseurs les moins aguerris, ils ont vu la chute des cours au 4e trimestre 2018, souvenez-vous. Oui, bien sûr. Oui. Et eux et aussi des gérants n'ont pas cru au rebond de 2019. Non. Ils l'ont vu passer, ils ont vu le train passer. Et là, en mars... On s'est dit c'est la fin du cycle. Oui. La Fed remontait ses taux, Absolument. Le marché action perdait 20%. On s'est dit c'est fini, la Fed remonte ses taux, il n'y a plus rien à faire en bourse. Absolument. Et là, en mars 2020, ils se sont dit il faut y aller. Ouais. Quant aux investisseurs les plus aguerris, eux, ils ont connu la chute de 2001-2002, avec le fort rebond de 2003 et les années qui ont suivi, la chute de 2010, enfin 2008-2009, la chute de 2011, et eux, ils savent que quand il y a des chutes comme ça, brutales, en fait, quand il n'y a plus d'acheteurs sur le marché, c'est là où il faut rentrer. Et donc, vous avez eu une conjonction des deux groupes de population qui ont provoqué ce fort retour des particuliers au printemps 2020. Il y a eu aussi, et c'est vrai que peut-être le phénomène, il faut le dater de manière un peu antérieure, l'introduction en bourse de la FDJ. On nous dit que ça a été aussi un marqueur, il faut se souvenir quand même, 500, alors grand renfort de marketing de l'État, évidemment, mais 500 000 souscripteurs particuliers pour cette introduction en bourse. C'était novembre 2019, quelques mois donc avant l'éclatement de la crise pandémique, ce qu'on n'avait plus vu depuis peut-être plusieurs années, voire une décennie, sur des opérations de mise en bourse d'actifs détenus par l'État. Le fort rebond de l'actionnariat individuel, c'est 2019. C'est la fin de 2019. Avec de nouveaux entrants. Alors, quand l'AMF parle de 150 000 nouveaux investisseurs, elle inclut des gens qui étaient déjà actionnaires, mais qui étaient inactifs. Depuis au moins 2 ans, c'est ça, je crois que c'était sur les 2 dernières années qu'il n'avaient pas joué en bourse. Il y a eu un article dans les Échos il y a 2 ou 3 jours sur ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel des actionnaires individuels ne font jamais de transactions. Ils achètent pour garder. Ils achètent pour garder, ou ils héritent, ou ils ont participé à une opération de privatisation. Donc, ils rentrent dans les 3 et quelques millions d'actionnaires individuels en France, mais ils sont inactifs. Ouais. Donc, vous avez une frange de 1 million, 1,5 million, grand maximum, d'actionnaires qui, au moins une fois dans l'année, vont acheter ou vendre une action. Des actionnaires... qui s'intéresse particulièrement, là aussi, c'est un des enseignements de l'année 2020, qui s'intéresse particulièrement aux PME ETI, ce qu'on appelle sur les marchés cotés les small et mid cap. C'est le segment de marché qui a été privilégié. Est-ce que vous le constatez là aussi, à travers vos adhérents, à travers ce qui remonte de la F2IC? Oui, incontestablement. Là, on le voit, nous, on est souvent sollicité pour faire part à nos membres des opportunités d'introduction en bourse, d'augmentation de capital, et on voit que les taux de réponse sont excellents. Pourquoi ce segment-là, plutôt que les grandes capitalisations, les grandes valeurs que tout le monde connaît, qui sont peut-être plus rassurantes parfois aussi? Justement, parce qu'ils les connaissent et que... ils les connaissent trop. Ils les connaissent trop, à la limite. Donc, ils vont investir... Alors, ils ont des valeurs sur lesquelles ils sont très grande confiance. L'Oréal, Air Liquide, pour citer les plus grosses, Total. Donc, sur certaines, il y a un rendement de l'action intéressant. Sur d'autres, il y a un rendement du dividende intéressant. Donc, mais ils aiment les histoires nouvelles en particulier. Ils aiment l'investissement de proximité. Quand vous prenez le bassin lyonnais, par exemple, vous avez énormément de valeurs
moyennes, extrêmement intéressantes, LDLC, Thermador, des boîtes qui sont de très grande qualité industrielle et de management, et qui attirent, qui savent parler à leurs actionnaires, qui veulent développer l'actionnariat, qui font un gros effort de communication vers les actionnaires individuels. Jérémy, je reviens vers vous. Alors, ce qui m'intéresse à travers le comportement des clients que vous avez pu observer chez Lyxor, s'ils sont dans une démarche de placement d'investissement, quel type d'enveloppe est-ce qu'ils utilisent pour faire de la bourse et mettre des actions dans leur patrimoine? Et à travers les ETF que vous distribuez, qu'est-ce qui les intéresse concrètement comme segment, comme zone géographique sur les marchés boursiers? Alors, ce qu'on remarque, c'est une très grande tendance à l'utilisation de PEA et à l'ouverture de PEA. Ouais. Quand on parle à nos clients distributeurs, notamment les acteurs en ligne, aujourd'hui, certains ouvrent beaucoup plus de PEA que d'assurance vie pour leurs clients. Donc, il y a une vraie tendance. Pourquoi ? Je pense qu'il y a deux raisons. Le premier, c'est que finalement, ça fait quand même pas mal de temps qu'on dit que le fonds euro ne rémunère plus rien, et donc accéder au fonds euro, ça reste quand même très restrictif. Il y a souvent des conditions aujourd'hui, etc., etc. Donc c'est un premier point. Donc quid d'ouvrir une assurance vie, surtout quand on a moins de 36 ans. On sait que l'assurance vie, ça répond notamment à des problématiques de succession. Donc quand j'ai la trentaine, est-ce que je pense déjà à des problématiques de succession ? Aujourd'hui, la question se pose vraiment. Parce que avant, c'était vraiment, on se posait pas la question. Il fallait ouvrir le plus vite possible son assurance vie pour prendre date, et puis même sans avoir de problématique de succession ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, la question se pose vraiment. Se pose. Alors peut-être qu'on l'ouvre quand même pour prendre acte, effectivement. Mais donc il y a ce premier point de baisse de rendement du fonds euro, qui pose la question de est-ce que quand je vais investir sur les marchés financiers, est-ce qu'il faut que je le fasse sur l'assurance vie ou le PEA ? Et donc le deuxième point, c'est la partie frais. Vous savez que dans une assurance vie, il y a des frais récurrents, d'accord, qui sont en moyenne, qui varient entre 0,60 et 1% en fonction du canal par lequel on passe. Donc c'est ce qu'on appelle les frais du contrat. Aujourd'hui, avec la loi Pacte, les frais de transaction sur un ETF sont limités à 0,5. Donc tout de suite, on voit que, toute chose égale par ailleurs, pour la même stratégie d'investissement, j'achète un ETF MSCI World tous les mois sur mon PEA, en moyenne, ça va me coûter 0,5 par an. Même avec une transaction mensuelle, effectivement. 0,5 par an. Et si je le fais sur mon assurance vie, on va se dire que ça va peut-être, on va prendre une moyenne 0,75. Forcément, c'est 0,75 par an qui vont être prélevés. Il y a une différence. Et donc, on s'est amusé chez Lyxor avec nos équipes de recherche de faire un peu ces calculs. L'écart représente sur 10 ans à peu près 5 points. Alors, ça paraît peut-être pas énorme, mais c'est quand même un écart qui est conséquent, surtout, encore une fois, dans une perspective d'épargne long terme. Et donc, on a cet écart qui aussi pousse les investisseurs à utiliser peut-être plus de PEA. Est-ce que le PEA, c'est pas trop contraignant pour des ETF, ou est-ce que ça ne nous oblige pas à avoir une part d'actions françaises, européennes, et d'être limité peut-être dans ces choix d'investissement ? Alors c'est là où rentrent dans le jeu les ETF, qui sont une superbe opportunité d'investissement, notamment dans le PEA. C'est une superbe histoire. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans le PEA, je dois investir au moins 75% de mon support sur des actions européennes, de la zone euro. Grâce aux ETF et par la technique de gestion que l'on peut avoir, donc ça reste des fonds, c'est bien des fonds éligibles au PEA, eh bien je peux m'exposer au MSCI World, au S&P 500, au Nasdaq, à la thématique de l'eau, à l'immobilier coté. Je peux même faire aujourd'hui de l'obligation d'État, donc avoir une stratégie plus défensive, et c'est hyper intéressant. Et on le voit de toute façon sur nos chiffres aujourd'hui de collecte. L'année dernière, en 2020, ce qui a le plus collecté, MSCI World. D'accord. Action S&P globale. 500, le monde. Et Nasdaq, exactement. Mais le top, c'est le MSCI World qu'on retrouve également en assurance vie. Et donc là, effectivement... Et l'innovation a permis aux fournisseurs d'ETF, effectivement, de permettre d'inclure justement ce type d'exposition globale dans des PEA. Et surtout quand on voit la surperformance des marchés américains ou mondiaux par rapport au marché français. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais encore une fois, l'année dernière, c'était un bon moyen de diversifier son PEA. Vous vouliez ajouter quelques remarques, et je veux bien avoir votre sentiment aussi sur les ETF. Qu'est-ce qu'on en pense à la FDJC? Je suis moins suspect que Jérémy, si je le dis. Oui, ça, je vous confirme. C'est pour ça que je vous demande votre avis. C'est un produit de diversification formidable. Ce qui est formidable avec les ETF, d'abord, il y a le coût qui est beaucoup plus faible. Et vous citiez des chiffres pour l'assurance vie. Je pense que si on agrège tous les
coût de l'assurance vie, on est bien au-delà de 0,75%. Oui, bien sûr. Oui. Alors que sur les ETF, j'investis dans un ETF en bourse, je sais que je ne paye au maximum que 0,50, pas en moyenne, au maximum. Donc en fait, l'écart est beaucoup plus important. Mais surtout, c'est vrai que c'est un produit indiciel, donc ça rentre dans la catégorie gestion passive, mais on peut faire de la gestion active en diversifiant, parce que vous avez une gamme absolument gigantesque d'ETF. On peut aller très loin dans la granularité. Voilà. Alors après, se posent d'autres questions, peut-être. Il faut faire attention au volume, du sous-jacent dans lequel on investit. Parce qu'il faut... On peut l'acheter, mais il faut pouvoir le revendre aussi. Donc c'est pas toujours si simple. Donc, et je trouve qu'il y a un déficit en France d'informations sur les ETF. Autant sur les actions, on a énormément d'informations. Autant sur les ETF, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais autrement, on peut diversifier sur le secteur des transports, la logistique, sur un peu tout ce qu'on veut, quoi. L'ESG, dont on parle de plus en plus. L'ESG, oui, bien sûr. Oui, toutes les thématiques sont représentées. C'est quoi la méthodologie que vous recommandez effectivement pour quelqu'un qui veut investir en bourse avec une logique d'investisseur, de placement, Aldo? La première, c'est déjà de savoir ce qu'on veut faire. C'est quoi le projet? Jérémy parlait d'investissement à long terme. C'est un investissement à long terme et il faut pas mettre tous ses œufs d'un coup parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez un jeune, à force d'entendre parler d'Air Liquide, il achète du Air Liquide à 140 € au mois de fin février 2020. Au plus haut du marché. Au plus haut du marché. Et puis, mi-mars, l'action est à 99. Il a perdu pas loin de 40%. Il a perdu pas loin d'un tiers. Dégoûté, il vend. Et il a tort, parce que au mois de juin, elle vaut de nouveau 140. Donc, s'il achète du Air Liquide régulièrement, s'il en avait racheté en mars, c'est vrai que ça peut continuer à baisser, mais s'il en avait racheté en mars, s'il en avait racheté en juin, il fait ça de façon progressive, il aurait lissé son risque, et c'est tout le jeu des clubs d'investissement finalement. C'est d'acheter, c'est toujours d'investir un petit peu. Avec les ETF, on peut le faire encore plus facilement, parce que souvent, la valeur faciale est relativement faible. C'est plus facile d'acheter 100 ETF que d'acheter une action LVMH à 400 et quelques euros. Et vous dites que c'est un processus régulier. Si on a un projet de long terme et que la bourse est véritablement un placement, vous dites qu'il faut que ce soit un processus régulier. Ce qui est formidable avec l'ETF, c'est qu'on peut commencer en limitant le risque, avec des montants relativement modestes. Ensuite, quand on aura acquis de l'expérience et une épargne relativement importante, on peut commencer à investir sur les actions de façon beaucoup plus dynamique. Peut-être pour donner un petit chiffre intéressant, toujours dans les études de recherche qu'on a fait sur l'analyse, la pédagogie d'investissement, investir en une fois par rapport à investir en plusieurs fois tous les mois. Alors effectivement, historiquement, on a pris une statistique d'investissement sur 10 ans, sur la dernière décennie, les dernières décennies, pardon. Et en fait, effectivement, on a regardé qu'en moyenne, on gagne plus en investissant en une seule fois, mais mon risque de perdre de l'argent, il est plus important. Donc, globalement, mon risque de perdre de l'argent, historiquement, sur une période d'investissement longue, 10 ans, en investissant plusieurs fois, j'ai 10% de chance, historiquement, c'est un historique de constatation, c'est pas une simulation, j'ai eu 10% de chance d'avoir perdu de l'argent, contre 30% si je n'avais investi qu'en une seule fois. Donc c'est là aussi où la pédagogie, l'investissement régulier est très pertinent, c'est que, comme le disait Aldo, ça permet de gérer ses émotions, ça permet et surtout, de gérer la volatilité de ses émotions. On ne maîtrise pas le market timing. Est-ce que le marché va continuer à monter ou va continuer à baisser? On n'en sait rien. Le fait d'investir tous les mois, on fait vite ces tracas. La plupart des gens n'ont pas 50 000 € comme ça d'un coup à mettre quand ils veulent commencer en bourse. Puis ils se disent mettre 50 000 €. Donc parfois, ils n'ont que 300 ou 400 € tous les mois qui peuvent... ils ont peut-être quelques milliers d'euros à mettre au départ, et puis 300 ou 400 €, et c'est déjà bien, beaucoup bien sûr, tous les mois à mettre sur un portefeuille. Donc c'est mieux de passer par ce type de produit. Il nous reste 3 minutes. Tesla, Bitcoin. Est-ce que c'est beaucoup de particuliers qui sont derrière aussi l'envolée spéculative de ces actifs, Tesla et les cryptocurrencies. C'est les mêmes
qui ont à la fois des horizons de temps de placement d'investisseurs et en même temps qui voient ce genre de phénomène se développer. Je veux pas rentrer dans le complotisme, mais quand je vois que Elon Musk a fixé sa rémunération sur un objectif de capitalisation boursière, j'ai de sérieuses questions, peut-être pas de doute, mais de sérieuses questions à poser sur l'envolée de l'action Tesla. Première chose. Ah, vous n'êtes pas un pro-Tesla, Aldo. Vous êtes très dubitatif. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui avaient peut-être un intérêt à ce que l'action s'envole comme ça. Aujourd'hui, Tesla, c'est 500 000 voitures fournies en 2020. Oui. 500 000 voitures. Et c'est à lui seul la capitalisation boursière supérieure à l'ensemble de l'industrie automobile, ou pas loin. Enfin, l'industrie des constructeurs. Bon. Donc, sur le Bitcoin, c'est une matière première. C'est pas une monnaie. C'est l'or numérique, nous dit JP Morgan. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas une monnaie, c'est un cryptoactif, c'est une matière première. En gros, ça répond au même phénomène que l'offre et de la demande, que les actions, sauf que là, le nombre est relativement limité. Et que il est fini même. La rareté apparemment, il n'est pas si fini que ça, mais je suis pas un spécialiste, donc je ne voudrais pas trop avancer. 41 000 $ sur le Bitcoin au moment où on se parle. BlackRock s'y intéresse. Fidelity, je crois, a lancé l'an dernier un ETF ou un produit indiciel, on va dire comme ça, sur le Bitcoin et les cryptos. Comment on y réfléchit chez Lyxor, Jérémy? Il n'y a pas de produit encore. On n'a pas de produit. On a beaucoup de questions. On aimerait trouver un ETF sur le Bitcoin, mais ça n'existe pas. On va faire un peu de pédagogie très rapide. Pourquoi? Un ETF, c'est un fonds. Un fonds qui est régulé, agréé par l'AMF et qui répond à la réglementation UCITS, qui est une réglementation européenne, donc qui implique une contrainte de diversification. Donc déjà faire un ETF sur un seul produit. Il y a plusieurs cryptos. Alors, il y a plusieurs cryptos. Donc, sur un seul produit, ce n'est pas possible. On pourrait le faire éventuellement sur plusieurs cryptos, sauf que derrière, il y a un sujet aussi de liquidité. Et on le voit à quel point le Bitcoin, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus liquide ou les autres monnaies. Donc, en fait, aujourd'hui, en Europe, c'est très compliqué d'avoir un produit qui tient la route, qui préserve justement les avoirs du client aussi en termes de liquidité. Et c'est un point fondamental quand on choisit un indice, c'est avoir un indice liquide. Et c'est juste une question de maturité de marché pour vous. C'est que le marché n'est pas encore suffisamment mature, liquide. Alors après, il y a des répond pas à ces conditions. C'est très compliqué de matérialiser d'où vient l'argent, etc. Donc il y aura peut-être ces problématiques-là qui vont se poser. C'est un sujet que tout le monde regarde, évidemment. Mais en tout cas, en format ETF, ça n'existe pas pour des histoires réglementaires et de liquidité. Pour conclure, Aldo. Pour conclure, les gérants ont l'habitude de dire on ne lutte pas contre les banques centrales. Oui. C'est peut-être un peu ce qui va se passer aussi sur la Bitcoin. À un moment donné, les banques centrales vont peut-être siffler la fin de partie. Elles l'ont fait en Chine. Oui. Elles regardent ça de très près. Attention. On peut s'amuser à faire les allers-retours sur des sommes limitées, mais attention. On s'arrêtera sur ce message de prudence vis-à-vis des crypto-actifs. On essaye d'en parler le plus régulièrement possible, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient de plus en plus régulièrement à la une, le Bitcoin et les autres monnaies alternatives. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous du vendredi à la mi-journée, consacré à vos finances personnelles. Aldo Sicurani, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, et Jérémy Tubiana avec les ETF de Lyxor. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.